Elles sont chefs d'entreprise, artistes, sportives de haut niveau, actrices, militantes, influenceuses ou youtubeuses, réalisatrices, productrices, politiciennes, journalistes ou écrivaines. Et elles se confient dans ce podcast. Confidentiel met en lumière le parcours de ces femmes extraordinaires, souvent éclipsées dans les récits médiatiques. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Bien au-delà d'être la fille d'eux et la femme d'eux, Leïla Si est cette femme soldat, entière, qui s'est battue bec et ongle pour se faire une place dans le mouvement hip-hop. La mama de l'image du rap français se livre dans Confidentiel, sans artifice, avec franchise et humilité. Tout d'abord, comment tu vas ? Écoute, ça va. Je suis contente de prendre ce temps avec toi. Comme je te le disais hors caméra, c'est vraiment parce que je t'apprécie énormément. En ce moment, je suis un peu dans un moment où j'ai besoin de me recentrer sur moi. Parce que tu as eu beaucoup de taf. Ouais, là, je sors d'un an et demi assez intense. Assez intense. Donc, tu enchaînes les projets, Yo Mama, Banlieusard 2. Là, c'est un petit peu la mère de famille qui parle. Avec tous ces projets, justement, comment tu fais pour trouver du temps pour toi ? Effectivement, avec tous ces projets, c'est compliqué de trouver du temps pour moi. C'est vrai que maintenant, mes fils sont grands. J'en ai un qui a 18 ans, qui suit son chemin, qui a quitté la maison très tôt, à l'âge de 13 ans, pour faire du foot. Et puis Khalil, il a 16 ans, il est plutôt posé. J'ai surtout une amie qui est comme une sœur, qui est là aussi pour me back-up quand je suis obligée d'être en mouvement. Donc je suis aussi soutenue, on va dire, par rapport aux enfants, par rapport à ma vie. Après, du temps pour moi, j'en ai pas beaucoup. Et le temps qui est un temps que je m'octroie, c'est vraiment quand je bosse, je suis heureuse quand je travaille. Alors Leïla Si, quand elle chill, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle chill, elle fait des fondants au chocolat. Là, je me suis inscrite à la salle de sport, on y croit. C'est quoi comme sport que tu fais ? Non, là, c'est une salle dans laquelle il y a une piscine, donc j'ai envie d'aller nager. Elle regarde des séries, elle regarde des films, et elle est en communion avec son lit. Voilà. Et il paraît que tu adores les tartes au citron. Ouais, j'adore ça. J'ai même, à une époque, quand j'étais plus jeune, avec des copines, on notait les tartes au citron des différentes boulangeries dans tout Paname. C'est vrai que c'est mon péché mignon. Et c'est laquelle la meilleure boulangerie ? C'est difficile. Là, ça fait un moment que j'ai lâché l'affaire parce qu'avec mon âge avancé, on ne peut pas trop manger tout et n'importe quoi. Non, une bonne tarte au citron, c'est une pâte pas trop épaisse, un appareil bien pétillant et en même temps pas trop sucré. Voilà. Est-ce que tu as un son ou une playlist que tu te mets dans les moments où tu chill, où tu es tranquille chez toi, où tu écris ? Écoute, en ce moment, je suis vachement sur les playlists d'afrobeat, tu vois, tout ce qui est afro, j'aime bien, je laisse tourner. Je suis sur Spotify, tu vois, je me laisse aller au gré des playlists. J'ai pas de morceaux favoris en ce moment. Souvent, quand je dois travailler sur des projets, il y a des morceaux que j'écoute en boucle parce que ça me permet de me mettre dans un mood. Mais là, en ce moment, c'est beaucoup ça. Jeune ado, t'écoutais quoi ? Alors, jeune, j'ai écouté beaucoup de la techno. J'en ai même produit. On fait partie avec des copines qui s'appellent Juanita et Kimo, des premières nénettes à avoir produit de la tech en France. Et je te parle de ça, ça ne nous rajeunit pas. On avait sorti avec un collectif, un groupe qui s'appelait Gangstar Tunes Industry, GTI. On sortait des vinyles et c'était de la grosse art tech. Ça allait aussi avec, on va dire, des soirées enivrantes. Et puis ensuite, grâce à la danse, j'ai commencé à tomber vraiment dans le peura, dans le hip-hop, plus le hip-hop américain au départ. Et ensuite, de fil en aiguille, vu que j'ai réussi à faire un lien entre mes études et mon kiff pour le hip-hop, j'ai commencé à écouter de plus en plus de rap français. Et ça, c'était vers quelle année que tu es tombée justement dans la culture hip-hop ? Hip-hop, j'ai commencé la danse, en tout cas avec Mia, en 89. J'avais 11 ans.
Donc, entre mes 11 et 16 ans, elle nous fait, c'est donc ma prof de danse, Mia Fry, elle nous passe des playlists de rap, quoi. Et donc, je découvre le Wu-Tang. Et après, moi, je fais un travail aussi un peu personnel. Je me souviens, le premier album que j'ai acheté, c'était Biggie avec le bébé, là. Et puis, après, je tombe vraiment croque de KRS-One. Parce que j'adorais ce qu'il défendait dans ses titres. J'aimais beaucoup l'engagement qu'il avait par le biais de sa musique. Et puis après, je te dis, ça bascule dans le rap français. Moi, je suis génération lunatique. C'est vraiment lunatique. Time Bomb, toute cette période un petit peu. Time Bomb, exactement. Les compiles. C'est ça. Ouais. Ça, c'était tout le monde dit que c'est l'âge d'or du rap français. Écoute, je crois que c'est l'âge d'or du rap français. Après, je souhaite que pour nos enfants, ils aient aussi leur âge d'or. Mais c'est vrai que c'était une époque assez folle, puisque notre culture avait encore un petit peu de discrétion. Et je pense qu'à la marge, il y a des très belles choses qui se créent aussi. Dans l'ombre, il y a beaucoup de choses, même si on tend toujours à aller chercher la lumière. Je crois que l'ombre est un endroit où on arrive quand même à construire énormément de choses, quoi. Ouais, c'est pour ça souvent on préfère les choses underground aux choses dites commerciales, entre guillemets, alors qu'on cherche tous à mettre en lumière, comme tu dis, notre musique, notre culture. Quand elle est mise en lumière, on se dit « Oh non, il y a trop de lumière, quoi. » Peut-être aussi que la mise en lumière, je parle aujourd'hui, je parle pour le coup du rap, plus spécifiquement, parce que notre culture, comme tu le sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, est aussi composée de multiples facettes. Il n'y a pas que le rap, même si c'est aujourd'hui la pratique la face émergée de l'iceberg. Il y a eu aussi un choix de mettre en lumière des productions plus mainstream, plus grand public, qui étaient peut-être plus à la recherche d'entertainment, d'amuser les gens, plutôt que d'aller chercher peut-être du contenu, des réflexions un peu plus denses, quoi. Qu'est-ce que le hip-hop change dans ta vision du monde ? Qu'est-ce que le hip-hop change dans ma vision du monde ? Disons que si je devais faire trouver une image, c'est comme si j'étais un petit peu, je partais dans mon adolescence dans tous les sens et que j'avais trouvé un espèce de tuteur autour duquel j'ai réussi à grandir, à m'élever, mais également quelque chose d'assez solide, parce qu'à l'époque, le hip-hop véhiculait en son sein une espèce de... Enfin, il y avait une baseline à notre culture. C'était love, unity, having fun, mais c'était aussi différentes pratiques autour desquelles on pouvait s'agglomérer. Il y avait un truc de groupe, il y avait un truc de partage de connaissances, de savoir. Donc c'est vraiment, je pense, une culture qui m'a permis de ne pas partir trop en sucette, quoi. C'est un peu comme une religion. Il me semble que KRS-One, il avait dit que le hip-hop était sa religion. Et c'est un petit peu ça, peut-être c'est pour ça que tu adorais... Je crois que oui, ça a été surtout ces espèces de piliers fondateurs qui m'ont permis ensuite de me bâtir, mais de me bâtir avec des éléments solides, et puis surtout aussi des modèles, des gens qui pouvaient me ressembler, même s'ils étaient plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, assez inspirants, avec des artistes, des rappeuses, des danseuses qui me ressemblaient, quoi. Alors toi, tu parles justement des États-Unis, mais en France, est-ce que tu avais un problème de représentativité ? Ouais, on ne va pas se mentir qu'en France, j'avais un problème de représentativité, dans le sens où c'était difficile de trouver des gens qui me ressemblent, qui avaient peut-être les mêmes aspirations que moi, qui avaient peut-être les mêmes goûts que moi. Après, j'ai toujours essayé de m'extraire de la position victimaire, parce qu'à un moment, j'ai facilement glissé de ce côté-là de la barrière, dans le sens où, en cours, j'étais tout le temps au fond.
C'était facile pour moi, je ne suis pas française, moi je suis sénégalaise. Et puis quand tu vas au bled, bah, tu n'es pas du tout sénégalaise, tu es Baptou. Donc j'ai eu un grand moment de latence qui était très glissant et qui a failli, je pense, m'emmener dans des profondeurs pas très très reluisantes. Après, j'ai eu la chance d'avoir la danse. Ça a été, et je le dis souvent aux parents, tu vois, c'est-à-dire qui ont des enfants, tout ce qui est périscolaire, en fait, tout ce qui peut nous permettre d'avoir du soutien. Moi, je sais que le foot, ça va me vachement aider dans l'éducation de mes fils, d'avoir d'autres adultes référents qui partageaient aussi autre chose. Moi, c'est grâce à la danse que j'ai rencontré le hip-hop. Et grâce au hip-hop, j'ai bougé, je suis allée dans des battles, je suis allée dans des concerts, je suis allée dans des lieux et j'ai rencontré des gens qui sont encore aujourd'hui dans ma vie, quoi. Une maman blanche, un papa noir, ce qui n'est pas courant à l'époque. Non, pas du tout. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est vrai que moi, donc, je suis de 77, que quand je nais, une partie de ma famille maternelle n'est pas au courant que je vais être un petit peu plus mate. Ah ouais, c'était secret. Ouais, ma mère est une grande rêveuse et est une artiste dans l'âme, même si elle a choisi de dédier sa vie à la médecine, gynécologue. Et puis, elle a toujours, je pense, eu cette vision tournée vers les autres, tournée vers le monde. Et ouais, je crois qu'à l'époque, c'est un peu douloureux pour moi pendant mon adolescence, même si après, je comprends très rapidement qu'en fait, c'est un atout majeur parce que je ne peux en aucun cas regarder... je ne peux pas être tiraillée dans... Enfin, le racisme, tu vois, c'est un truc qui m'est complètement étranger dans le sens où je suis faite du mélange, tu vois. Voilà, donc je sais que j'en ai au début j'ai un peu morflé. J'ai un peu morflé parce que j'arrivais pas trop à trouver ma place, je te dis, d'un côté comme de l'autre. Et je sais que ma grande révélation, ça a été un voyage. En 98, j'avais eu la chance de faire un petit billet, enfin un gros billet. J'ai défilé pour Saint-Laurent. Tu sais, il y a eu un défilé avant la Coupe du Monde, avant la finale de la Coupe du Monde. Et je suis partie aux États-Unis, je suis partie à New York. Et j'y ai passé 2 mois à Far Rockaway, donc dans un quartier afro-américain. Et de par leur histoire aux États-Unis, quand tu as un petit peu de négritude en toi, tout de suite, tu es... comment dire? En tout cas, moi, j'ai eu ce sentiment de faire partie d'une famille. Et j'en suis rentrée avec cette idée de me dire, en fait... chez moi, là où je suis, c'est là où j'ai envie de poser mes valises, c'est là où j'ai décidé de planter mes racines. Et donc, à partir de ce moment-là, le travail a été complètement différent dans ma tête. Je pense que j'ai switché d'une crise d'adolescence un petit peu shaky, un petit peu endiablée à quelque chose de plus construit, quoi. Et de mature, oui. C'est ça, en fait. Je pense. Et je pense que la maturité ne peut aussi... prendre racine que sur un sol quand même assez solide, quoi. Tu vois, si tu te construis avec des fondations mouvantes, même si tu montes haut et très vite, il y a un moment où tout va se péter la gueule. Moi, je suis plutôt partisane de dire, je prends mon temps. J'ai eu une révélation il y a de ça 2 ans, parce que je suis tout le temps en train, tu sais, de courir après, de faire, avec une espèce de course en avant comme ça, difficilement explicable. Et en fait, j'ai réussi à m'apaiser en me disant, je vois à 15 ans. Je me projette sur 15 ans. Alors, je ne compte pas où j'en serai dans 15 ans, mais ça m'apaise en fait sur la manière que j'ai de poser les briques à l'édifice qui est ma vie et qui est la vie de tout un chacun, en fait. Je pense que la vie, c'est aussi quelque chose que tu construis et que tu décides de construire difficilement. Il y a des briques qui sont plus lourdes que d'autres. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quel que soit la maison que tu as envie de construire, si tu la construis sur un sol mouvant, si tu la construis avec des fondations approximatives, il y a un moment où ça va se péter la figure, quoi. Ouais, ça c'est vrai. C'est une sage parole que tu n'avais pas il y a... Non, quand tu avais 15 ans, justement. Du tout. Et donc, tu disais, enfin, ça c'est la petite parenthèse, tu étais partie pour faire un défilé? Non, en fait, j'étais à Paris
Ouais. Tu sais, il y a eu la Coupe du Monde 98 qu'on a gagnée Ouais. contre le Brésil. Et en fait, juste avant, il y avait Yves Saint Laurent qui faisait un énorme défilé sur la pelouse. Et ils avaient besoin de danseuses. Et moi, je fais de la danse donc, Ok. depuis longtemps pour driver les meufs, en fait, Ok. les mannequins. Donc, j'ai répété pendant 15 jours. Et puis après, je suis partie aux États-Unis parce que je voulais aller danser là-bas. Mon rêve était de danser avec la compagnie Alvin Ailey. Et j'ai dansé avec eux. Enfin, tout du moins, j'ai pris des cours et c'était formidable. Et t'as arrêté la danse ou tu continues? La danse, alors ensuite, je me suis blessée, malheureusement. Donc, je dansais, je faisais des petits gigs à droite à gauche quand même. Hein. J'ai réussi à en gagner un peu ma vie, tu vois. J'ai fait entre autres la tournée Macarena avec Mia. On faisait des plateaux télé. Tu sais, c'était à l'époque des plateaux télé, des danseuses qui accompagnaient les artistes. Et puis un jour, je suis arrivée en retard à une répétition. Je n'étais pas échauffée et c'était un filage, donc c'était en plein dans le filage. Et j'ai fait pirouette, pirouette, pirouette. Et je suis tombée en W. Je me suis claquage du ligament latéral interne. Voilà. Donc ça a un peu calmé mes ardeurs. En même temps, je n'avais pas non plus une carrière de danseuse incroyable. Mais j'ai repris après, plus tard, la danse, mais de manière comme ça, quoi. Ouais, juste pour le plaisir. Pour le plaisir, pour le corps et puis pour la tête aussi. Tout à l'heure, on parlait justement de ta place en tant que métisse. Dernièrement, moi, j'ai été choquée parce que tu sais, il y a un gamin dans l'école de ma petite qui a 6 ans qui lui a dit qu'il n'aimait pas tenir la main d'une peau noire. Parce que ma fille est métisse aussi. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu as vécues? Moi, je l'ai plus vécu dans le regard des autres. J'étais dans un collège et lycée. Bon, ça a évolué depuis, hein, je dis encore une fois, où j'étais la seule Renois jusqu'à ce que mon frère et ma sœur, plus jeunes que moi, suivent le même cursus, quoi. Et c'est vrai que je l'ai ressenti quelques fois. Genre, il y avait un labo d'anglais, tu sais, où on écoutait des cassettes. Et un jour, il y a une cassette qui a été volée. Moi, je n'ai rien à faire de leur cassette, tu vois. Et tous les regards se sont retournés vers moi comme si... je ne sais pas, ma carnation faisait que peut-être j'étais la voleuse de cette fameuse cassette. Ça m'a vachement blessée. Et puis sinon, j'ai eu une autre mauvaise expérience, mais ça, c'était plus longtemps après. Un mec, un espèce de beauf dans le 5e. Tu sais, moi, je suis née chez ma grand-mère dans le 5e, donc pour le coup, je suis une Parisienne de chez Parisienne. Et il m'a croisée, il m'a mis un gros coup de talon. Et moi, je m'excuse, je suis bien élevée. Je dis, oh pardon, excusez-moi. J'attendais qu'il en fasse de même et il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'attends toi ?» Il m'a tutoyé tout de suite et je lui ai dit « Je sais pas, vous venez de me mettre un coup, pourriez vous excuser ?» Il m'a dit « Vas-y, rentre chez toi » en faisant ce signe comme ça. Et je sais que j'en ai pleuré, je ne sais même pas pourquoi, parce que j'ai bien compris que ce mec était malheureusement très malheureux. Voilà, je pense que là, ce qui est plutôt embêtant dans le cas dont tu me parles, c'est que c'est un enfant, quoi. Et donc, ça sous-entend que les parents ne font pas leur boulot et que nous sommes aussi le fruit de l'éducation qu'on nous transmet. Et je pense qu'on a dans notre bagage toutes les frustrations aussi, plein de choses à régler qui nous sont passées de génération en génération. Donc, je pense que je plains cet enfant. Je plains cet enfant. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est peut-être un... C'est parce que comme je pars du principe qu'il ne faut pas être victime non plus, tu vois. Donc je me dis, bon, c'est peut-être une description, tu vois. Mais en fait, non, c'est plus sournois puisque je prends pas la main d'une personne à la peau noire. C'est pas, ah tiens, on va aller voir, parce que sur mes grandes filles, c'était on attaque la marron, tu vois. On va dire que ça, c'est comme moi, les Chinois, on attaque les bridés, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'est plus... donc, comme tu dis, il y a peut-être les parents derrière. C'est sûr, à cet âge-là, je pense que un enfant, pour moi, hein, je garde quand même ce vœu pieux que l'être humain, malgré tout, soit perfectible et à la naissance soit baigné de lumière et de positivité. Je pense que c'est la société, c'est l'éducation, c'est la vie qui nous tanne le cuir, tu vois. Donc, je pense qu'à cet âge-là, il n'y a pas de fumée sans feu, ça vient des parents. Tu disais que justement, t'en as pleuré quand il y a le gros beauf qui t'a mis un coup de talon. Comment tu prépares tes enfants psychologiquement à ce genre d'événement? Alors moi, j'ai fait un travail complètement inverse. Et j'en suis désolée parce que finalement, ma mère est blanche, j'ai été élevée par ma famille maternelle
J'ai un amour incommensurable pour ces gens qui, surtout ma grand-mère, mon grand-père, qui ont été très présents dans notre éducation. Néanmoins, je pense que le regard des autres et la difficulté, le racisme, naît de ma partie africaine, tu vois. Donc moi, j'ai toujours élevé mes enfants en leur disant que de toute façon, la négritude était un luxe. Que c'était un luxe, que c'était une fierté, que c'était quelque chose de positif. Donc tu vois, j'ai complètement pris à contre-pied et que si on leur disait des choses négatives, c'est parce qu'en fait, ils étaient jaloux, quoi. Ça, c'est une bonne technique. Hein. Tu vois, ils étaient jaloux et qu'il fallait être plein de compassion pour ces gens parce qu'ils n'étaient pas renois et qu'aujourd'hui, ils veulent tous être renois. Mais en plus, c'est vrai, en plus. Quand tu vois je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, il y a des trends, il y a des modes. C'est ça. Et puis, c'est cyclique et puis c'est pathétique quand tu vois. Après, je ne juge pas. Hein. Chacun fait ce qu'il a à faire pour se sentir mieux dans sa peau. Mais c'est vrai qu'à une époque, on se fichait de nous pour... Enfin, tout du moins... des traits un peu négroïdes, les gros nez, les grosses bouches, et maintenant ça se fait des injections pour avoir des grosses lèvres, pour avoir des gros zouks. Même les cheveux, tu vois, avant ouais, les cheveux. Mais c'est aussi, je pense, toute une génération qui est en train de reprendre le pouvoir, tu vois, là-dessus, et c'est aussi grâce à l'éducation qu'on a eue par rapport aux cheveux, à la beauté, tu vois ce que je veux dire, c'est cette espèce de construction dans le positif, en fait, pas de construction du côté négatif. Qu'est-ce que le fait de devenir mère a changé dans ta vie ? Ça a tout changé. Le fait de devenir maman, ça a été la découverte, tu sais, de cette empathie ultime, de ce truc où ton môme, il a mal, tu veux prendre son mal, et de cette espèce d'énergie que tu as quand tu te réveilles le matin, où tout d'un coup, tu ne penses plus qu'à toi, tu penses avant toute chose à eux, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a eu un déclic. Après, je le partage de manière... je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables d'arriver à cet état par rapport aux autres, sans avoir d'enfants. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants et qui pourtant sont des femmes très ouvertes au monde. Mais moi, je sais que j'ai l'impression d'avoir vu le jour où mon fils est arrivé au monde, tu vois. Comment s'est passée ta rencontre avec Joey ? Tu sais que tu es la première à me poser cette question. Je ne savais pas, non, mais peut-être qu'il y en a plein qui se demandent. Les coronesses de poser la question. Il y en a plein qui se posent la question, non ? Je l'ai rencontré, alors Didier, je l'ai rencontré à l'époque où je faisais des photos pour Tracklist et plus tard The Source. Je l'ai pris en photo à l'époque dans un studio photo que je squattais dans les Halles. J'avais fait un deal avec le mec parce qu'il s'occupait, il faisait des photos, tu sais, pour les marques du Sentier. Et en gros, je lui avais dit, je vais faire tes photos pour les marques et pour les fringues. Et puis à côté de ça, tu me laisses utiliser ton studio. C'est là-bas où j'ai shooté 45 scientifiques, où j'ai shooté Didier, Bruno, enfin... Toutes les grandes covers de Tracklist de l'époque ont été faites dans ce studio. Et après, je prenais des rafales de fringues, tu sais, pour les catalogues des marques, quoi. Et je crois que la première fois que je le rencontre, c'est là-bas. Et alors, la suite ? Et alors, il m'a particulièrement énervée parce que je l'ai trouvé goujat. Il avait une assistante, la pauvre, avec laquelle il n'était pas du tout agréable. Après, avec moi, il a été très gentil, très courtois. On a fait le boulot. Et puis après, en tant que fan de hip-hop, surtout à cette époque-là, c'est sûr que quand tu as Didier qui débarque dans une pièce, même encore aujourd'hui, c'est un mec qui a énormément de charisme. C'est un mec c'est un alpha plus plus. Alors c'est bien mon malheur dans ma vie, c'est que j'ai toujours été attirée par des alphas plus plus. Quand il rentre dans une pièce, c'est sûr que c'est... En tout cas, moi, je suis tombée sous le charme. Après, c'était un espèce de mélange de fascination pour ce qu'il incarnait et aussi d'interrogation par rapport à son comportement et puis sa gouaille, quoi.
Donc, non, je pense qu'il a peut-être apprécié justement ma douceur. On s'imagine beaucoup de choses sur Didier, mais Didier est quelqu'un de très doux. Et je pense qu'il a... Je ne sais pas s'il a eu le coup de foudre, on n'en a jamais vraiment parlé. Mais en tout cas, il y a un lien qui s'est tissé et qui, par la suite... a créé 2 beaux enfants. Voilà, magnifique, c'est vrai. Hein. Est-ce que c'était un truc que tu t'étais interdit de te mettre en couple avec quelqu'un du métier? Ouais. Alors, ça, je le partage. Normalement, c'est no job in job. Il ne faut absolument pas aller là-dedans. Alors après, tu peux commencer à créer, construire des choses. Néanmoins, c'est comme ça. Après, quand tu évolues dans des univers, tu rencontres les gens avec lesquels tu travailles, avec lesquels tu construis. Mais c'est vrai que je déconseille les relations dans le travail parce que ça complique les choses. Ouais, c'est pas bien dans le business, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est... Surtout en tant que femme dans notre business. C'est-à-dire que si j'avais commencé à avoir des amourettes à droite à gauche avec les gens que je croisais dans le hip-hop, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi, déjà en tant que femme, de me faire respecter, et doublement, si tu vois ce que je veux dire. Bah bien sûr. On a toutes eu ce problème. Ouais. C'est-à-dire que, après, moi, j'ai toujours été un garçon manqué, tu vois. Je me suis toujours... je ne m'invente pas une vie, c'est comme ça que je suis bien, avec, sans hip-hop, tu vois. Mais je sais que ça m'a aussi aidée. Des fois, sur des tournages, j'avais mon hoodies, je traînais par là, personne ne se rendait compte qu'il y avait une nénette dans la bande jusqu'au moment où, ah tiens, tu vois. Ça m'a permis en fait de me fondre dans la masse et de mettre à distance en fait et ma d'être féminité respectée aussi pour tes compétences. Et je l'espère être écoutée et attirer l'attention pour autre chose que ce que je pouvais être à l'époque. Une bombate, non, je rigole. Non, mais c'est vrai que... Tu vois, ouais. Et j'espère attirer l'attention pour d'autres choses, quoi. Ce que j'avais à dire, à partager. Voilà. Alors, je sais qu'un de tes fils joue au foot, et d'ailleurs, tu l'as dit, donc à un certain niveau. Est-ce que tu le supportes et tu suis ce qu'il fait? Un petit peu, beaucoup? Comment ça se passe? Je le supporte énormément, au point que je pense qu'il ait besoin en ce moment de me mettre un petit peu à distance, et ce qui est bien normal, puisqu'il est majeur depuis le 7 septembre dernier. Je crois qu'on élève aussi les enfants pour leur apprendre à partir, pour leur apprendre à vivre sans qu'on soit là. Donc ouais, je suis à fond avec lui. J'essaye de le... Il a choisi un chemin très très difficile. Des fois, j'ai pas les mots, donc j'essaye de faire en sorte de l'accompagner pour qu'il y ait aussi d'autres gens que moi qui puissent l'aider. Il y a aussi ma mère, qu'on appelle Mémé Ultra, n'est-ce pas qui va à la plupart de ses matchs et qu'il faut qu'on calme parce qu'elle parle mal et elle s'en rend compte. Elle dit que le foot la met dans des états un peu seconds. Tu sais, les parents qui partent en sucette au bar. Mais en même temps, c'est une grand-mère tellement aimante, tellement motivée. Maintenant, elle lit l'équipe, au foot, elle est à fond. Et tout ça parce qu'elle aime ses petits-fils. Donc, c'est formidable. Ah, voilà. c'est trop marrant. Ouais. J'imagine trop ta mère. Mais ultra. Et heureusement qu'elle est un peu âgée parce que des fois, elle sort des trucs. Je pense que n'importe qui pourrait sortir de ses gonds. Avec un père et une mère assez célèbres, est-ce que tu as le sentiment que tes enfants ressentent une certaine pression? Je dirais plus un père célèbre, parce que moi, tu as vu, je fais mon truc, mais je suis quand même dans l'ombre, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu es quand même une personnalité publique. Ouais, mais quand même, ça n'a rien à voir à côté de Didier. C'est 2 salles, 2 ambiances, 2 planètes. Didier, c'est quand même une célébrité qui porte sur les épaules depuis des dizaines d'années maintenant. Lui, c'est presque devenu une rockstar, tu vois. Il a réussi à faire le glissement vers la comédie, ce qui est formidable pour lui, parce que ça lui permet de continuer à faire. C'est un boulimique de travail, tu vois. C'est pas facile pour eux, d'autant plus que Didier, c'est pas quelqu'un qui laisse indifférent, tu vois. Donc il y a des gens qui l'aiment énormément, il y en a d'autres qui le détestent allègrement. Je dirais que pour Mathis, ça n'a pas été facile. Voilà. Je pense que on a pu entendre que oui, il était là parce que c'était le fils d'eux, et en même temps sur un terrain de foot, il n'y a que le ballon et ce qui se passe sur le terrain qui parle. Je suis assez contente pour eux qui prennent des chemins
différents, même si demain ils avaient envie de faire du rap, je les accompagnerais. Il y a quand même un moule Morville, donc c'est vrai que ça se voit, mais en même temps, tu sais, le népotisme, c'est un truc, tu vois, auquel j'ai beaucoup pensé, parce que c'est vrai que quand tes parents, quel que soit ton boulot, ce que tu fais dans la vie, tu veux le meilleur pour tes enfants. De ce fait, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour essayer de l'aider. C'est vrai que ça peut être négatif quand il n'y a pas de talent, quand il n'y a pas de vrai travail et que c'est quelque chose qui est donné tout cuit dans la bouche. Moi, j'essaye de beaucoup parler avec eux et en même temps, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on s'est tapé pour qu'ils aient une meilleure vie que nous? Pourquoi on s'empêcherait de leur faciliter le chemin? Après, je pense qu'il faut faire attention, ça c'est les nouvelles générations de parents comme nous. On veut tellement faciliter le chemin de nos enfants qu'on leur évite certaines petites gamelles qui en fait vaut mieux prendre tôt plutôt que de les prendre plus tard et qu'elles soient beaucoup plus violentes, tu vois. Donc, je pense qu'ils arrivent, ils sont quand même plutôt intelligents, ces garçons. Je ne sais pas qui est leur mère. Et leur mère. Non, je pense qu'ils arrivent à se faufiler. Et puis, le tri se fait assez naturellement. Voilà. Est-ce que ce sont des choses que tu as ressenties, avoir l'impression de ne pas être à la hauteur face aux carrières des gens de ta famille, toi? Oui. J'ai souvent ressenti un énorme complexe parce que moi, dans ma famille, il y a des grands mathématiciens. Mon grand-père est un très, très grand mathématicien, Jacques Dixmier. Ma grand-mère était aussi une grande mathématicienne. Ma maman était médecin. Des métiers qui nécessitent... Enfin, ils ont une culture, ils ont un savoir, que ce soit historique, intellectuel, enfin, sur toute chose. Et je suis très loin de cette lignée. Maintenant, j'ai réussi à développer d'autres trucs. J'étais nulle en maths, quoi. Tu vois, enfin, c'était vraiment pas ma matière de prédilection. Ce qui était trop drôle, c'est les profs, tu sais, au début, premier jour, cours de maths. Dixmier, ils me regardaient. Ah non, je faisais et si. Et si, parce que c'est mon nom de jeune fille. Je m'appelle Dixmier et si, c'est le nom de mon papa. Ok. Voilà. Ah ouais, du coup, c'était vraiment... Après, toi, tu as ouvert la branche... la ouais, brèche, et encore, artistique. j'ai mes cousins. J'ai un cousin qui a fait les Gobelins, qui fait de l'animation. Ma cousine est architecte. Ma sœur est naturopathe. Mon frère est saxophoniste. En fait, tu vois, la famille a pris différentes directions. Et je pense, en fait, c'est marrant que dans ma façon de penser, de voir les choses, et j'ai quand même quelque chose qui vient du côté cartésien des maths, quoi. Bah, de toute façon, on hérite un petit peu de Mais sa j'aimerais famille, bien, j'espère. Bah si, quand même. Donc, on parle souvent du rôle des parents dans l'éducation. On oublie souvent celui des grands-parents, voilà, de ce que tu disais. Je sais que ta grand-mère a occupé une grande place dans ton enfance. En quoi le rapport est-il différent avec tes parents Ma grand-mère, c'est la femme de ma vie, c'est Suzanne. J'ai aussi une grand-mère paternelle africaine, Mame Dioba, que j'ai rencontrée un peu plus tard. Mais ma grand-mère, elle a une place assez incroyable parce que, alors je pense qu'ils ont été assez durs dans l'éducation de leurs enfants. Avec moi j'ai été vraiment... La chouchoute. Ouais, sa chouchoute. Et c'est une femme qui a toujours peint, qui a toujours aimé la peinture, beaucoup de goût. Et elle m'a enseigné l'amour de la peinture. On allait beaucoup au musée. Elle adorait les impressionnistes. Et voilà, donc c'est une femme qui a toujours été là pour nous parce que ça n'a pas toujours été facile. On va passer à totalement autre chose. À quel moment tu décides de devenir réalisatrice ? Alors, je décide de devenir réalisatrice de clips. Ouais. Après la naissance de mon premier fils, de Mathis. Donc moi, quand j'arrête de bosser, c'est le grand moment de la presse, The Source, Tracklist, mais je travaillais trop. Je tombe enceinte de Mathis. Je bosse quand même les premiers mois, puis à un moment, même Didier, il me dit, il faut que tu arrêtes, là, c'est trop de stress, tu vois, c'est pas possible, quoi. Donc j'arrête de bosser.
Et puis, on monte quand même le collectif Devoir de mémoire, j'arrive à m'occuper. Je travaillais aussi pour une revue qui s'appelle l'Insensé Photographie. Je faisais la maquette au début, puis après, petit à petit, je suis devenue DA avec Elisabeth Nora, Vanessa Van Zulen, voilà. Et puis, après, je me dis, à un moment, il faut que je remette le pied à l'étrier, là, c'est pas possible. Et donc, je me dis, et ça, c'est aussi des choses que je partage beaucoup, surtout avec les enfants, les grands-enfants de mes amis, etc., qui sont un peu perdus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Je pense que c'est bien dans la vie d'écrire, en fait. Tu sais, tu fais 2 colonnes. Une colonne, si c'est plus facile, tu commences par celle-là, ce que je ne veux pas faire dans ma vie, ce que je ne veux pas pour mon futur. Et une colonne où tu dis clairement, tu écris ce que tu veux faire. Et si c'est trop difficile de le formuler, encore une fois, les choses que tu aimes. Voilà, les choses que tu n'aimes pas, tes points positifs, tes points négatifs, et tu commences. Et le fait d'écrire, en fait, permet petit à petit de formuler les choses, de leur donner du sens. C'est pas un exercice facile, mais un exercice que moi, je me suis attelée à faire. Et donc, je me suis dit, bon, t'aimes la danse, t'aimes le peura, t'aimes l'image. Qu'est-ce qui pourrait un peu être le point de convergence de tout ça? Et je me suis dit, tiens, les clips vidéo. Je pense que c'est une bonne idée. Et à l'époque, je me dis, bon, qui est-ce qui fait ça autour de moi? Il y avait Chris Macari, qui avait suivi le même cursus que moi et avec lequel on avait un peu collaboré à The Source. Et donc, j'ai appelé Chris, je lui ai dit, ouais, Chris, et tout, tu fais quoi? Vas-y, là, je me remets un peu le pied à l'étrier. J'aimerais bien voir un peu comment ça se passe, un plateau de tournage. Et il a été... comme il a toujours été avec moi, très ouvert. Il m'a dit, vas-y, viens, je t'emmène avec moi. Puis après, il m'a aidé à réaliser, on a co-réalisé ensemble mon premier clip, qui est Le combat continu, part 3 de Kerry James. Ok, c'est là que tu as rencontré Kerry James pour la première fois ou tu Non, Kerry, en fait, je l'avais croisé dans les bureaux de The Source et Tracklist plus d'une fois, tu vois, parce que c'était quand même une époque où il y avait beaucoup d'émulsions, il y avait beaucoup d'artistes qui passaient dans les bureaux, tu vois. Bah d'ailleurs, tu es venu dans les bureaux. Oui. Avec David Dancre. Avec David Dancre, le seul et l'unique. Et donc, je l'avais déjà croisé à cette occasion. On n'avait pas parlé plus que ça, mais je sais qu'on s'était checké, tu as vu. Et puis, quand je décide de me remettre au boulot aussi, je rencontre Stéphane Kaczorowski, qui était à l'époque manager de Kerry, et qui cherchait un graphiste pour faire des t-shirts. Et donc, il me demande de faire des t-shirts. Je te raconte tout ça parce que tu vas comprendre. Et quand je suis en train, ça se passe bien. Et quand je suis en train d'accompagner sur ce tournage Chris au Sénégal, je reçois un message de Kerry qui me dit, écoute, j'ai un clip à faire, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Est-ce que ça te dit de le faire? Tu vois, comme quelle quoi, opportunité, c'est bien. Une belle Ouais. opportunité que je pense que j'ai aussi déclenchée de par, tu vois, je pense qu'on déclenche les choses. Les choses viennent à nous aussi quand on est projeté en avant. Il ne faut pas se dire, bon, j'attends, ça arrive, j'attends, ça va tomber du ciel. Non, je pense qu'il faut toujours être actif et puis il faut toujours être un peu fou puisque j'ai dit oui, bien sûr, alors que j'étais pas du tout en confiance. Mais écoute, voilà, il m'a donné sa confiance et il me l'a renouvelée dans le temps et dans les années. Et ensemble, on a réalisé notre premier long métrage ensemble. Et l'histoire, toi, tu la connais, mais c'est une très belle histoire professionnelle. Pour toi, un bon réalisateur ou une bonne réalisatrice, c'est quoi? Alors, ce qui est très bizarre, tu sais, quand tu es réal, c'est que tu vois jamais travailler les autres. Alors que tu vois, il y a d'autres postes, genre les chefs opérateurs, les décorateurs, les premiers assistants, ils ont la possibilité d'aller d'un plateau, d'un réal à un autre. Un réal, en fait, tu es un peu à vase clos, quoi. Tu fais ta tambouille. Je crois, et je te dis ça aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, je te dirai autre chose, qu'un bon réalisateur, c'est un bon chef d'équipe qui donne l'impression de savoir ce qu'il veut, même quand il ne sait pas, et qui réussit à aller chercher le meilleur, que ce soit de ses équipes ou même de ses comédiens. Et c'est un peu un manipulateur. Voilà. Pourquoi tu dis c'est un peu un manipulateur? Parce que je pense pour moi, un bon réal, c'est pas quelqu'un qui est fermé dans sa vision, qui est hermétique. Au contraire, c'est quelqu'un qui va donner l'impression qu'il ouvre le spectre, que tout le monde peut partager son énergie, que ce soit verbalement ou même dans des idées, des façons de poser de lumière, etc. Même si toi, tu sais exactement ce que tu veux. Mais sur un malentendu,
personne n'a la science infuse, tu vois. De ce fait, peut-être qu'il y a une meilleure idée qui va émerger de droite ou gauche. Donc, il faut donner l'impression que tu ouvres le spectre, même si à la fin, de toute façon, Tu le refermes. tu vas refermer en gardant, de manière un petit peu égoïste, tout ce que tu as réussi à glaner, tu vois. Dans la réalisation, c'est ce que j'aime, c'est que tu n'es rien tout seul. Tu peux essayer de faire un film, toi tout seul, toi, ta tronche et ta tronche, tu ne feras jamais de film. Tu ne peux rien faire. Donc, tu as besoin d'un comédien. Tu as besoin de... Et puis, plus tu montes, plus tu as de gens, plus tu as de cerveau, plus tu as d'énergie. Et donc, c'est pour ça que je te parle de la manipulation, mais c'est une manipulation saine, bienveillante. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis aussi, c'est une manipulation parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des doutes. Et que parfois, quand tu as 50 personnes qui te regardent et que toi, tu as aussi des doutes, et que tu dis, bon, OK, on fait ça, tu donnes l'impression, donc tout le monde se dit, ah, il y a quand même quelqu'un aux commandes, commandes du bateau, allez, on y va, tu vois, allez, on va porter. Tu sais, il y a des métiers très, très physiques, très durs, je crois que les métiers du cinéma sont des métiers qui usent. Ça use en fait. Psychologiquement, c'est très difficile. Psychologiquement, physiquement, je veux dire, les machinaux, les électros, ce sont des métiers où on porte, où, tu vois, il faut quand même être ultra motivé, ultra emballé pour... je ne pense pas que ce sont des métiers qu'on peut faire, tu vois, comme si tu allais pointer, puis, tu vois, ce sont des métiers qui, en tout cas, moi, la manière dont je le vis et dont j'ai l'impression que mes collaborateurs le vivent, ce sont des métiers où tu es obligé de t'investir et te donner à 100%. Ouais, mais tu te donnes à 100% si on te valorise. Si on valorise ton travail, si on sait. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire que je suis une geek. J'apprends, hein. Je te dis, j'apprends. Moi, j'apprends mon métier. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je n'ai pas étudié les métiers du cinéma ou même... voilà, mais j'aime savoir dans quelle mesure je peux demander quelque chose à quelqu'un. J'aime me rendre compte qu'un stead, quand tu lui fais refaire une 15e fois une prise, il souffre. Et que c'est important que s'il le fait, si je vais jusque-là à lui demander ça, c'est parce qu'il y a une raison bien précise, et qu'il sache que je sais ce qu'il est en train de me donner. C'est-à-dire quelqu'un qui s'en fiche, qui n'a pas d'empathie, qui ne se rend pas compte, si je demande à ce qu'on monte un travelling, que le sol il est comme ça, et que je dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on attend ? Tu comprends ce que je veux dire? Sûr, ouais. Je pense qu'il est hyper important. Donc pour moi, un bon réalisateur, c'est quelqu'un aussi qui connaît ses skills, qui connaît sa technique. Donc, bon, on a parlé de Kerry James, mais on va rentrer un petit peu dans les détails. Ton nom, donc, il est devenu indissociable de celui de Kerry James. D'où est née cette alchimie? Je crois que Kerry est quelqu'un qui est très droit dans ses baskets. Après, il le dit lui-même, hein, il évolue dans le temps, il n'est pas figé dans un seul et unique Kerry James. Hein, je parle bien de l'artiste. Parce que moi, mon collaborateur, c'est beaucoup l'artiste. Tu vois, je pense qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente où la manière dont je faisais les choses correspondait avec sa vision de la vie. On n'est pas du tout humainement, je pense, d'accord sur tout. Hein, c'est ça qui est bien. Hein, de toute façon, c'est difficile d'être d'accord avec un autre être humain sur tout. Néanmoins, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne moi, ce qu'il défend, les causes pour lesquelles il se lève tous les matins, il continue de travailler, je suis complètement en empathie, en emphase totale, je ne sais pas si ça se dit, mais je suis complètement raccord avec ce qu'il défend. Et je pense que, avec tout le respect justement que je lui dois, moi j'ai compris en fait, j'ai compris sa vision du monde, j'ai compris plein de choses qui, même si elles ne sont pas en accord avec moi ce que je suis en tant que femme au quotidien, je les comprends, je les respecte. En fait, pour moi, le respect, c'est quelque chose de normal, on m'a éduqué comme ça. Donc j'espère qu'en fait, et je pense, puisque le temps nous le prouve, qu'on a réussi à collaborer, et surtout parce que moi j'arrive après. Je veux dire, l'artiste, c'est lui. Les mots, il les écrit, c'est lui qui les écrit, c'est lui qui les porte. Moi, j'arrive dans un second temps. Donc je pense que la manière dont j'ai réussi à porter en image ce qu'il avait à dire, à l'accompagner, à discuter, à construire ensemble, ça lui convient. De toute façon, Kerry, tu sais, si ça ne lui convenait pas, il serait sur un autre chemin. Est-ce que tu écoutais des morceaux à lui avant de bien évidemment, le classique hardcore.
La Mafia Quinfri, moi j'étais bousillée de Mafia Quinfri. Moi je suis du 13, tu sais, du 13e. Donc c'était aussi beaucoup le rap que j'écoutais. Mais dès que de toute façon j'ai eu la chance de le rencontrer, c'était Monsieur Kerry James. Tu vois, c'est un mec, même si on était beaucoup plus jeunes et tout, c'est un mec qui a commencé sa carrière à 13 ans. Donc même il débarquait dans une pièce à 25 ans, c'était déjà Monsieur Kerry James. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Fan d'Idéalgie à l'époque, Voilà, c'était fou, quoi. C'est que des classiques. Hein. Est-ce que Kerry te consulte sur le choix de ses singles et des morceaux à clipper ? Alors, le choix de ses singles, non. Enfin, le choix des singles, des morceaux à clipper, on va dire. On en parle. Moi, je suis là. Dès qu'il a besoin de me poser des questions, il le fait. Après, comme je lui ai dit, je lui donnerai toujours mon avis. Voilà. Après, il en fait ce qu'il en veut. Mais il fait sa musique, il fait ses trucs, il n'a pas besoin de moi, hein, tu vois ce que je veux dire. Après, si c'est par exemple sur les titres en parallèle de Banlieusards, on en a discuté. Dans quel ordre est-ce que je pensais que c'était peut-être mieux de faire, mais on fait très rapidement consensus de toute façon. Puisque je pense que dans le temps, on a aussi réussi à créer une espèce de façon de faire qui fonctionne, tu vois. Une complicité professionnelle. Ouais, chez complicité, tu vois, il y a un truc même trop fraternel. Je dis, c'est vraiment, lui et moi, on est des... moi, tu comme vois, des c'est robots. Ce que je lui dis. Pas comme des robots, c'est plutôt un espèce de délire de mission, de première ligne, de soldat. C'est très bizarre, ouais. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis toujours restée à ma place, même si, tu vois, je fais d'autres projets, d'autres trucs. Quand je suis à ses côtés, j'ai l'impression que je suis un soldat. Et c'est peut-être ce qui me permet aussi, tu vois, d'abattre autant de taf et tout. J'ai l'impression que je suis au service d'une cause. Et parfois, je pense que lui... ça n'est que mon analyse, encore une fois. Peut-être aussi, il est transcendé, en fait, par ce qu'il représente, par ce qu'il se doit de faire pour, tu vois, pour soutenir les idées qu'il défend, etc. Donc, en fait, ouais, je dirais pas qu'on est potes, hein. On est collaborateurs et en première ligne, tu vois. Ouais, on part à la guerre, quoi. Tu vois, comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? On a tendance à dire que le rap est un milieu misogyne. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai jamais rencontré de problème à ce niveau-là. Bon, des petits trucs, des petites anecdotes à droite, à gauche. En tout cas, je me suis jamais sentie en danger. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as ressenti ? Non, mais c'est le problème. Ça fait quelques années là qu'on nous parle des nénettes dans le rap, de ci, de ça, de misogynie. J'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, si vous parlez de ça, regardez la société. Tu vois, moi, j'ouvre tout de suite le spectre. Parce que je dis, vous pensez que moi, je vais me tirer une balle dans le pied ? Moi, je vais attaquer mon gang, ma famille, alors que je suis là grâce à tout ça ? Certainement pas. Moi, j'ai jamais vécu ça. Après, je te dis encore une fois, j'étais pas une femme. Aujourd'hui, les femmes sont peut-être beaucoup plus libérées. Il y en a qui arrivent à se faire respecter alors qu'elles sont elles sont en mode crop top et tout, et que mettre de la distance. Voilà. Moi, je t'ai dit, et j'ai pas attendu le hip-hop pour être comme ça. J'ai toujours été dans mes skatepads, exactement, un peu boyish, mais parce que c'est comme ça que je suis bien. Donc non, moi, j'ai pas rencontré de... Après, je te dis, on ne va pas se voiler la face. De toute façon, c'est pour ça que j'ouvre le spectre, c'est important. La société est misogyne. La société a un problème avec les femmes, tu vois. Ça, c'est une réalité. Mais je pense j'espère que les choses évoluent et qu'on va vers quelque chose de plus positif. Banlieusards 1, est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Non, Banlieusards 1, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne comme ça. Je m'attendais même plus à faire ce film, tellement on en a bavé pour réussir à le faire vivre. C'est-à-dire vous en avez bavé. Succès, je ne sais pas si c'est un tel succès. Bah, quand même. Mais en tout cas, avec le temps, je me suis dit... dernièrement, c'est une pote à moi qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mais tu sais que vous êtes devenu un classique de la street ? J'ai dit, non, mais c'est vrai. Elle m'a dit, ouais, mais tu sais, moi, j'ai besoin que les autres disent les... Tu sais, je suis tellement en vase clos. Je suis tellement déjà ailleurs que le succès, ça a été que ce film existe, qu'on réussisse à faire ce film parce qu'on est passé par toutes les couleurs et qu'à un moment, on a vraiment cru qu'on ne le ferait jamais et j'étais très malheureuse. Et quand Netflix nous dit on y va, j'y croyais. À moitié, quoi. Je croyais à moitié. Même quand on a eu le rendez-vous, qu'elle nous a dit que c'était bon et tout,
Même là encore, j'y croyais à moitié. J'y ai vraiment cru le premier jour de tournage, quand on a dit action, que c'était parti. Et qu'est-ce que vous avez eu comme bâton dans les roues? Est-ce que tu as des... On n'a pas réussi à financer le film. Nous, on aurait aimé aller au cinéma, alors que le script avait rencontré l'attention du prix Sopadin pour Kerry, que c'était quand même Kerry James aux manettes, qui n'était pas Monsieur Kerry James. J'ai pas compris, en fait. Et je pense que je suis tombée, à un moment, et je parle de moi, dans cette espèce de truc victimaire. Tu vois, Est-ce que c'est victimaire à la finale ou est-ce que c'est la réalité? Parce que c'est quand même Je bizarre. sais pas, parce qu'en même temps, c'est beaucoup d'argent un film, tu comprends ce que je veux dire? Moi, perso, j'avais rien fait. Kerry n'avait encore jamais rien écrit. Je peux comprendre que des gens qui nous voient se disent « Mais attends, on va mettre des centaines de milliers d'euros sur la table. Qui sont ces gens ?» Alors oui, sûrement un super rappeur, mais moi, je ne connais pas, puisque la plupart des financiers à l'époque ne connaissaient pas du tout notre culture. Je dis ça pour aussi... Contextualiser, et aussi, je te dis... ça a fait partie du storytelling de ce film, de dire qu'on avait galéré, qu'on n'avait pas réussi, et de valoriser aussi l'apport de Netflix, qui sont malheureusement des Américains. Enfin, malheureusement, heureusement pour vous, enfin bon, vous m'avez compris. Mais nous, on est Français. Et on se bat, en tout cas moi, personnellement, je me bats pour que notre pays, la France, reconnaisse tous ses enfants. C'est la base, en fait. Et que tous les Français, tels qu'ils soient, de toutes origines, de toutes couleurs possibles, aient un endroit stable dans lequel plonger leurs racines et se construire. Parce que si c'est mouvant, si on se dit tu as envie de planter tes racines mais tu n'es pas chez toi, si je suis chez moi, je suis née ici, mais non, tu n'es pas née ici, puis tu vois, tu n'es jamais... Donc voilà, c'était cool que Netflix arrive, c'était formidable, c'était juste avant le Covid. Netflix, c'était pas ouf quand on a signé avec Netflix. On aurait préféré aller au cinéma et tout d'un coup, en 2 mois, regarde, le Covid, Netflix devient le nouveau compagnon de tous les Français confinés. Et tout d'un coup, tu vois la conjoncture, les choses, le monde. C'est comme Validé, Validé aussi, ça a cartonné. Voilà, Validé qui sort après, Validé qui met en lumière aussi toute une partie de la culture. Voilà, après portée par des gens qui avaient peut-être déjà plus de reconnaissance par rapport aux financiers, je sais pas. À la profession, etc. À la profession et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que le nerf de la guerre, c'est le genre. C'est l'argent. Est-ce que si je te donne tant, tu vas me donner ce que tu as dit que tu allais me donner? Est-ce que tu vas délivrer? Est-ce que tu vas... Tu vois? Oui, mais il y a des belles merdes, enfin pardon pour le gros mot, des belles merdes en France qui sortent et qui sont financées. On injecte... Alors je ne sais plus c'était quel film j'avais vu ça, où j'avais lu un article sur une nana cinéaste, réalisatrice ou scénariste, je ne me rappelle plus, qui avait sorti un film. Il y a 4 entrées au cinéma. Et elle se fait financer, tu vois. Donc là, on voit la culture numéro 1 en France, c'est le hip-hop. C'est... Voilà, enfin, au State, on laisse quand même la chance à beaucoup plus d'artistes que de réalisateurs, réalisatrices qu'en France. Il y a ce problème de l'entre-soi, j'ai l'impression, en France. Après, peut-être que je me trompe. Je ne suis pas assez dans le milieu du cinéma. Et je ne sais pas, toi, si tu as un point de vue... Moi, je pense que l'arrivée des plateformes nous a fait du bien à nous autres créateurs de contenu, nous autres réalisateurs, auteurs issus de la diversité, c'est comme ça qu'ils disent. Néanmoins, l'arrivée des plateformes a fait du mal au cinéma, voilà, puisque en fait, il a fallu attendre les plateformes pour que nos récits puissent être soutenus, financés, mis en lumière, et en même temps, le cinéma, c'est compliqué les entrées. Ce qui marche maintenant, c'est vraiment les valeurs sûres, les grosse comédie. Je pense que c'est difficile de faire des entrées aujourd'hui. Mais après, moi, je te dis, j'aime bien le dire, je suis une jeune réal, je débarque, j'ai fait 3 films, les 3 en coréal. Je ne suis pas pressée, je vois sur 15 ans, j'arrive tranquillement mais sûrement, mais en tout cas, je plante de manière très, très solide mes racines dans le sol pour que ça monte au maximum jusqu'à le temps qu'on m'aura accordé, mais en tout cas que ce soit solide. Mais tu as sorti donc Yo Mama au cinéma. Comment ça s'est passé la sortie? Yo Mama, écoute, on fait 170 000 entrées, ce qui n'est pas un flop, mais ce qui n'est pas ouf non plus. On aurait aimé faire plus, on pense qu'on aurait pu faire plus.
Après, on sort, après les révoltes sociales suite à la mort De Naël. On sort en phase de Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible, Indiana Jones, Astérix et Obélix, si hop, pop-up, le premier, c'est la fête du cinéma, 4 € le billet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je garde de Yo Mama, en tout cas, c'est que c'est une expérience formidable. Yo Mama qui a été écrit par Amadou Mariko de Sarcelles et qu'on a co-réalisé ensemble, qui est un film avec, je l'espère, enfin j'en suis sûre, en tout cas moi ça me fait gaulerie, beaucoup d'humour, qui raconte plein de choses. C'est l'histoire de 3 mamans qui décident de se mettre au rap pour renouer le lien avec leurs enfants. Ah bon, toi, pour qu'il y ait une vraie rappeuse, dans l'absolu, voilà, mais là c'est 3 daronnes, elles s'y connaissent strictement rien, quoi. Et elles vont être coachées par Nebo, qui est la nièce de Claudia Tagbo dans le film et qui va donner lieu à beaucoup de rires, beaucoup d'émotions, je l'espère en tout cas. Enfin voilà quoi, c'était formidable. Mais j'ai vécu ces histoires de chiffres, d'entrées. Et heureusement, au moment de la sortie, moi j'étais déjà ailleurs. Donc j'étais en train de faire les festivals avec Dja et Dinaz, parce que j'ai la chance avec Pénélope Richard, on est 2, on fait de la scénographie. Et là, en l'occurrence, avec Dja et Dinaz, on fait de la mise en scène. Et donc moi, je me suis retrouvée aux Ardentes. Donc j'ai vu ce que ça fait dans ma face, 50 000 personnes. Et tout d'un coup, moi j'ai appelé Amadou en lui disant « Mais Amadou, 50 000 personnes, c'est énorme, on a déjà 100 000 personnes qui ont vu notre film, qui sont allées au cinéma. » Tu vois, tout d'un coup, le fait de faire autre chose, d'être déjà ailleurs, bah, j'étais pas dans l'angoisse et dans le moment difficile de se dire « Oh là là, combien on fait ?» Hop, et de n'être que dans les entrées. Tu vois, tout d'un coup, bah, on a voulu que je vois ce que ça fait 50 000 personnes. C'est énorme. Ah bah c'est clair. Non, mais tu vois, sauf qu'au cinéma, 50 000 entrées pour un film, après ils vont regarder les chiffres, ouais, flop, pas flop, et tu te dis, mais attends. De toute façon, c'est le premier film, c'est énorme. Donc on va sortir en septembre 2024, ou septembre-octobre 2024, c'est 15 mois après, sur Netflix, et je pense qu'on va, j'espère, trouver notre public. Et le scénariste donc, qui a co-réalisé avec toi, il avait déjà de l'expérience ou pas dans ce milieu? Il a réalisé des petits courts-métrages, je crois, mais c'était aussi l'idée de partager la réalisation, que ça lui permette maintenant de prétendre à d'autres projets en tant que réalisateur. C'était l'envie qu'avaient les producteurs, Jean-Pascal Zadi et Camille Moulonguet, associés avec Gaumont. Ils avaient envie que Amadou vienne avec moi, parce que tu vois, Amadou, moi je ne le connaissais pas, c'est pas comme Kerry, tu vois, je me suis dit ok. Et en fait, je ne regrette pas une seconde, parce que c'était formidable et que c'est un mec brillantissime, avec beaucoup de talent, qui fait tellement de choses pour son quartier, pour Sarcelles, qui fait des festivals autour du cinéma, qui fait plein de choses. Il les appelle tous mes enfants. Je dis, oh Amadou. Enfin voilà, il s'occupe et il partage par le biais du cinéma énormément de choses pour son quartier. Et vraiment, c'est un mec en or. Belle déclaration. Au moment de faire Banlieusards 2, tu te dis quoi, toi? Moi, je suis dans une douille totale. Parce qu'en fait, Yo Mama, on devait le faire l'été d'avant. Et puis, ça se décale. Et puis, tout d'un coup, on me dit, bah, faut faire Banlieusards 2 en même temps que je devais faire Yo Mama. Et je dis, bah non, ça, je peux pas, je suis engagée avec Gaumont. Comment on fait? Et en fait, moi, je termine le 19 août, un vendredi, à 2h du mat, le tournage de Yo Mama. Et le lundi matin, on vient me chercher à 8h pour partir en repérage. C'est-à-dire que je fais... ça commence même avant avec le Vélodrome de Djoul. En mai, je fais le Vélodrome de Djoul. Prépa Yo Mama, début du tournage Yo Mama, prépa Banlieusards, tournage Banlieusards. C'est-à-dire que ouais, je pars dans un espèce de vortex, ma pote. J'ai pris 15 ans dans la gueule, mais tu nous connais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et une opportunité comme ça, tu dis oui. Ouais, ok, j'y vais. Ouais. J'y vais. Ouais, Même si je l'ai un peu, je te dis un peu payé au point de vue de le physique déjà, et dans la tête. Dans la tête, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réussi. Alors plus ou moins bien, tu vois, les gens auront toujours quelque chose à dire, et je suis la première à avoir des choses à dire sur ce que j'ai fait. J'attends pas les autres pour être critique et me dire que je ferai mieux pour la suite. Mais quand tu as ce niveau de taf,
d'exigence mentale et tout ça, quand ça se calme, parce qu'après, j'ai continué. Après la post-prod des 2 films et tout, là, je suis partie en tournage pour France Télé. J'ai fait une session sur une série qui s'appelle Déter. Et quand ça s'arrête, donc ça fait 3 semaines, là, il faut être très fort mentalement pour pas sombrer, quoi. C'est marrant, c'est ce que Diam, ça disait tout le temps. Ah ouais, c'est vrai? Elle disait, en fait, elle faisait les tournées, donc elle avait tous ses fans, tous ses trucs et tout. Et après, elle rentrait chez elle, après toutes les tournées et tout, et elle était toute seule dans son lit, en train de pleurer, quoi. Ça te procure des émotions tellement fortes. Ça te pousse à aller vers les autres. Tu vois, moi, quelqu'un qui suit depuis le Covid, encore pire. Alors, depuis les punaises de lit, je t'en parle même pas, ma pote. Je suis comme as. Non, si ça tenait qu'à moi, j'irais pas vers les autres. Tu vois, si ça tenait qu'à moi, c'est une pathologie, hein. Et mon métier, tout ça, ça me pousse à aller vers les autres. Et alors, en plus, quand tu vis des choses comme ce qu'on a vécu sur le plateau d'Yo-Mama, l'amour du quartier, les comédiennes, les couleurs, la fête, la musique, et que tu enchaînes avec Banlieusard, tu retrouves la famille, un 2e volet, l'intensité, le Sénégal, le rêve d'une vie, d'aller tourner là-bas, et que tu arrives à Paname, chez toi, tu te dis comment est-ce que je vais réussir à balance, tu vois, et à retrouver l'énergie, parce que tu connais nos métiers. Écrire un script, ça prend du temps. La préparation, ça prend du temps. Donc, tu ne peux pas être tout le temps en high comme ça. C'est pas possible. Donc, tu vois, les gens comme Ozon, par exemple, qui font à peu près un film par an, c'est une espèce de vague bien huilée. Mais moi, là, j'ai fait un truc, je sais pas, humainement parlant, même moi, j'ai dit, je le referai plus. Après, si demain on me le propose et que j'ai pas le choix, j'irai, tu connais. Mais ça te met dans un état où ton cerveau est obligé de tellement travailler. C'est une succession de problèmes qu'il faut résoudre les uns après les autres. Puis tu as des émotions, puis tu as des gens qui font des trucs de ouf. Donc tu fais des câlins, moi j'adore les câlins. Et puis tu es dans le câlin, et puis tout d'un coup, bam, tu te retrouves dans un truc. Il faut retrouver le plaisir de cuisiner pour le dîner, d'aller faire des courses. Alors que c'est finalement la base, tu vois. Mais des choses beaucoup plus simples du quotidien deviennent... pas insipides et pardon, j'espère que je blesserai personne, mais deviennent beaucoup moins intenses, tu vois. Et donc là, pour les gens un peu fragiles comme moi, tu peux très vite tomber dans ce que j'appelle, et j'en parle beaucoup avec Bakary, qui joue Noumouké, les marécages de la mélancolie. C'est-à-dire un truc où tu as l'impression que c'est fini, que tu vas être oublié, que tu vois que... Ouais, tu ressens un vide, en fait. Ouais, un vide, et surtout, il faut réapprendre à aimer les choses simples. Je pense que tu as les mêmes types de problématiques quand tu es addict à des substances, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tu es addict, et puis tu as l'impression qu'après, sans ces substances, ta vie n'a plus de saveur, alors que juste de vivre, de te lever, de respirer, c'est ça le bonheur, tu vois. Il faut juste remettre le curseur, c'est ça, à la au bon niveau. Ouais. Voilà. Tu parlais du Sénégal. Est-ce que tu te rappelles de ton premier voyage là-bas? Ouais, je me rappelle. C'était assez ouf parce que donc, quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, je faisais du mannequinat et j'avais été choisie pour être l'égérie de Benetton pour le parfum. Donc je m'étais fait plein de thunes. Et ma mère, que je respecte tellement, je ne sais même pas comment elle a fait, un jour j'arrive et je lui dis, écoute, je vais aller retrouver ma famille, j'ai acheté un billet d'avion pour le Sénégal et je pars là pour les vacances. Et elle a dit oui. Et je suis partie pour chercher une scie, donc ma grand-mère, sauf que scie au Sénégal, c'est comme Dupont. J'avais pas plus d'informations que ça, vu que j'avais pas de lien avec mon père, etc., à l'époque. Et dans l'avion, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Valérie Ozouf. Coucou Valérie, je pense pas qu'elle écoutera mes élucubrations. Et qui m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc moi, je raconte, hyper fière de moi, ouais, je vais retrouver ma grand-mère et tout. Elle me dit, quoi? Elle me dit, non, quand on arrive, tu viens avec moi, moi je vais à Gorée, j'ai une baraque que me prête une amie. Et en fait, je me suis retrouvée bien 1 mois et demi, 2 mois à Gorée, jusqu'à ce que ma mère retrouve le seul numéro de téléphone de Lille. C'était une dame qui vendait des pastels sur la plage.
Moi, j'étais partie avec les Baïfal là-haut et tout. Je vivais ma meilleure vie. Un petit qui est venu me chercher à pas de voiture à Gorée, qui m'a dit, ouais, le téléphone et tout. Donc, j'ai descendu. Et là, tu rentres tout de Ah oui, suite, bah oui. là. En plus, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Ouais. Voilà. Un truc Donc de voilà fou. la première fois au Sénégal. Donc j'ai pas rencontré ma Grand-mère. famille, mais ensuite en rentrant, je sais pas, quelques mois plus tard, mon père a téléphoné et ensuite le lien s'est fait Renaud, comme ça. ouais. Alors, tu sais, avec ma boîte Value, on avait bossé un moment sur des vidéos pour Diams, pour Big Up, on avait refait des logos, Big Up, ouais. etc. Donc j'avais dû aller, je me suis fait une mission, récupérer un disque dur, etc. Ouais. Et c'est là que je me suis aperçue que tu étais partie avec elle au Mali. Ouais. Pour l'orphelinat. C'est ça. Je ne savais pas que vous vous connaissiez déjà. Et comment s'est passé ce projet, enfin ce projet, je ne sais pas si... Big Up Project. Ouais, le Big Up Project. Moi, Mélanie, j'ai la chance de la connaître avant tout le chemin qu'elle a décidé d'emprunter. Je l'ai vue dans des grands moments de bonheur, dans des grands moments de douleur. Et ensuite, je l'ai vue trouver son apaisement dans la religion. Et en fait, à un moment, elle a eu besoin de partager. Ça fait aussi beaucoup partie, je pense, pour elle, de son rapport à la religion, de créer justement cette association qui s'appelle Big Up Project. Et on est parti faire le tour. Je sais qu'on a fait Mali, Sénégal, on a fait plusieurs pays. J'étais un peu azimutée à l'époque, j'ai plus trop de cerveau d'ailleurs, on a payé le prix avec les rushs pas du tout organisés, enfin j'étais complètement freestyle. Et ça a été formidable, en fait elle avait envie donc avec sa fondation d'aider les orphelins. J'ai aussi assisté à la création d'un puits. On a passé des moments formidables et pour la petite histoire, elle ne m'en voudra pas que je la raconte, elle a rencontré ma grand-mère, Mélanie, parce que ma grand-mère, au Sénégal, on était à Dakar. Ma grand-mère vit à Guinguinéo, enfin vivait, paix à son âme, à Guinguinéo, et c'est à 4 heures de route, à l'époque c'était à 4 heures de route de Dakar. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, ça ne te dérange pas Mélanie, demain que j'aille voir ma grand-mère? Elle m'a dit non, mais je peux venir avec toi. Et donc on est allés ensemble voir ma grand-mère. Et c'est la première fois que tu la voyais, ta grand-mère? Non, je l'avais déjà vue. Tu l'avais déjà vue. Mais j'ai dû la voir 5 ou 6 fois dans ma vie, ma grand-mère. Donc c'était une fois très importante. Et voilà. Et tu as toujours été engagée un peu, tu as toujours été engagée, parce que c'est vrai que tu me parlais tout à l'heure de devoir de mémoire. Là, tu vois, tu as accompagné Diam sur Big Up, etc. Et tu as ce côté quand même engagé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Moi, tu as vu, je m'engage par le biais de gens avec qui je collabore. C'est plutôt pas mal, parce que ça me déleste de plein de responsabilités. Après, j'ai tenté quand même malgré tout, et j'ai mangé des cailloux pendant des années, en n'acceptant pas de tout faire. Tu vois, je crois que mon engagement, il vient de là aussi, il vient du fait que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis d'accompagner leur engagement. Et puis ensuite, j'ai refusé certaines choses qui auraient pu peut-être me faciliter financièrement parlant ou peut-être dans ma carrière, je ne sais pas. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, que je commence juste à gagner correctement ma vie, ce qui n'a pas été le cas pendant des années. Donc j'ai été bien back-upée par ma famille, par le père de mes enfants. Enfin, tu vois, j'étais pas seule en fait. Mais c'est vrai que le clip vidéo, c'est pas comme ça que tu manges, quoi. Peut-être aujourd'hui, on a certains qui arrivent à en faire une carrière et à construire, à gagner correctement leur vie. Plus si tu veux faire du genre, tu vas dans la pub, mais si tu vas dans la pub, c'est difficile d'être engagé dans la pub. Enfin, tu vois, t'es sans cesse, quand tu es un créatif comme ça, tu es sans cesse tiraillé entre la popote et le cœur, tu vois. Donc moi, je sais que j'ai tenu, grâce à ma passion pour le hip-hop, suffisamment longtemps pour que finalement, il y ait ce petit truc, cette énorme chose qui est que Kerry m'emmène avec lui sur Banlieusard et que ça me permette tout d'un coup de dire, bah oui, aujourd'hui j'ai signé un long métrage, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est bien. Et
Moi, j'ai un petit peu traîné un petit peu dans le cinéma. Tu connais, hein, puisqu'on s'était vu dernièrement. Puisque nous avons un projet ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Que nous cherchons à financer. Exactement. Un bête de projet. Et à chaque fois que j'entends parler de toi, on dit tout le temps que tu es la chouchoute de Netflix. Ah ouais? Oh, je te jure. Ils disent tout le temps, ouais, c'est la chouchoute de Netflix. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ils disent, Netflix adore Leïla. Mais tu sais pourquoi? Parce que je pense que Kerry a trop d'humilité pour dire certaines choses. Et des fois, il me dit, vas-y, dis-toi, parle-toi. Tu sais, c'est plus facile, parce que moi, je suis un peu plus fofolle, il y a des choses que je peux dire. Et vu que j'espère le respect de toujours dire, mais là, je parle pour moi. Hein. Tu vois ce que je veux dire, nanana. C'est vrai que dans le storytelling de la réalité de comment on a fait Banlieusards, on ne peut pas enlever à Netflix que c'est grâce à Netflix qu'on a fait ce film. C'est vrai. Et donc, on l'a beaucoup dit. Et moi, je suis quelqu'un de très fidèle, tu vois. C'est-à-dire que quand on me donne du love, je suis obligée de rendre du love. Et eux, ils nous ont donné du love, on ne va pas se mentir, tu vois. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je suis là, que je continue, que j'ai des propositions de films, que j'ai des projets, etc. Parce que s'ils n'avaient pas été là... Alors certes, il n'y a pas que Netflix, il y a les producteurs, il y a le talent de Kerry, il y a tout le travail qu'on a fait, etc. etc. Mais je pense que c'est peut-être pour ça. Et puis aussi peut-être parce qu'en fait, personne ne nous prenait au sérieux. Ils se sont dit, ah putain, elle gère la meuf. Tu vois, on a deliver, on a rendu ce qu'on a dit qu'on allait rendre et peut-être mieux que ce que même ils s'imaginaient. Tu dis que Kerry, il a de l'humilité, mais je trouve que justement, toi, tu incarnes l'humilité. Non, mais Kerry, en fait, il a de l'humilité parce que, de toute façon, tout ce qu'il a à dire, il le dit soit dans ses textes, soit dans ses films, maintenant, soit dans ses pièces de théâtre. Bon, il a pas mal de canaux de diffusion qui sont clairs, mais qui lui permettent, en tout cas, d'être très clair. Tu sais, il est très pointilleux, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, sur les mots, sur la manière dont il dit les choses. Tu vois, il y a des mots qu'il va falloir que moi, je vais utiliser comme ça. Mais en fait, lui... dans sa façon de vivre, d'être, dans ses convictions, etc., sont des mots que tu ne peux pas dire. Mais moi, je sais, il sait que je respecte, il sait que je suis à fond, mais moi, je ne suis pas comme lui, sur un chemin. Chacun fait sa tambouille, tu vois. Donc, je le respecte, il me respecte, mais il y a des choses que moi, je vais dire de manière... C'est pour ça que je te dis qu'il est très attentif. Il ne va jamais dire un mot comme ça sans y avoir pensé. Moi, des fois, je suis beaucoup plus freestyle, spontanée, et je vais parfois dire des bêtises plus grosses que moi, et je m'en excuse. Et c'est comme ça. Ouais, c'est ce qui fait aussi mon caractère, et c'est ce qui fait que ça marche bien entre nous. Parce que des fois, moi, je vais lui dire ce que je pense, parce que les gens sont pleins de déférence avec lui. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être pas lui dire les trucs comme moi, je vais lui dire, je sais pas. En tout cas, il est bien entouré. Sa femme, c'est quelqu'un de bien. Donc, je pense que, de toute façon... il a ce qu'il faut pour rester... la tête sur les épaules. La tête sur les épaules, ouais. Ça fait quoi d'être la réalisatrice de clips, parce que tu fais toujours du clip, hein, numéro 1 en France? Parce que je réfléchissais, je me disais, il n'y a pas de réalisatrice de clip. Il n'y en a pas, enfin, il y en a eu, il y en a. Genre, bon, maintenant, Nathalie Canguilhem, elle est partie vers Yves Saint-Laurent. Il y a très peu. Felicity Ben Price, là, qui est arrivée. Il y en a, et j'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Moi, quand tu me dis ça, ça me fait peur parce que ça fait quand même... Là, j'ai fait les 3 derniers clips pour Banlieusards parce qu'il fallait vraiment les faire. Sinon, le dernier, c'était pour Gaël Faye, Boomer, je crois. Il y a un moment déjà, tu vois, et quand je vois tous les youths qui arrivent, qui pètent tout, qui font des clips de malade mental avec des budgets, je ne sais même pas comment ils font, mais c'est parce qu'ils ont du talent, ils vivent avec leur temps, ils savent jouer de tous les outils de création qu'ils ont à leur portée. Je me dis, putain, j'espère qu'elles arrivent, les meufs, là, parce que moi, je suis un peu un vieux mammouth, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois, mais c'est la réalité. Tu es la numéro 1. C'est un peu glauque. Non, déjà, je ne suis pas la numéro 1. Non, mais dans la réalisation, en tant que réalisatrice de clips, en tout cas, je suis peut-être celle qui en a le plus fait. Voilà. Et ça ne te met pas trop la pression? Pas du tout. Pas du tout, parce que... Tu es haute part, de toute façon. Je suis haute part. Si je t'ai dit, c'est ça le truc. C'est de jamais être... Tu vois, quand Banlieusards 2, il est sorti, je n'étais pas à Paname, moi. J'étais en Bretagne en train de tourner. Tu vois? Là, j'ai ma petite période dangereuse où ça peut glisser. Je me suis inscrite au sport. Et là, hop, je vais partir sur la route avec Jaja et Dinaz. Tu vois, je fais en sorte de toujours avoir... un temps d'avance et ou être ailleurs. Ouais. Mais tu as raison. C'est la meilleure façon de... Tu vois? De pas... Je sais pas, on verra. Allô, ça va pas du tout.
Au bout du rouleau. Je dis, on revient sur le canapé, on va faire une séance de psy. Ouais. Est-ce que tu te sens féministe ou pas du tout? Je suis une femme, donc je suis féministe, ouais. Ouais, je suis féministe. Après, tout dépend ce qu'on entend par féministe, tu vois. Mais oui, je suis pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. C'est mon point de vue. Je suis pour que on reconnaisse que nous vivons dans un monde drivé par les hommes depuis, je pense, suffisamment de temps et que ça ferait un peu de bien d'avoir un peu de féminité au milieu de toute cette géopolitique mondiale qui part en sucette. Oui, je suis féministe. Après, de là, il y a des femmes beaucoup plus engagées que moi. Moi, j'ai déjà choisi ma bataille. Ma bataille, c'est le vivre ensemble. C'est, voilà, je fais ce que je peux à mon niveau. C'est un peu égoïste, mais je ne peux pas être Partout et sur partout, tous les ouais. fronts. Ouais. Ouais, mais c'est déjà bien. Mhm. On est en Et de pleine toute tension. façon, Ouais. c'est le top d'être une meuf. Ouais, non, mais c'est clair. Ça a ses avantages. Ça, c'est plus Ouais, avantage. ça, c'est On a moins de pression que ces messieurs, et je les plains Ouais. malheureusement. Socialement, on a plus de choses à défendre, à construire. Parce que des fois, d'être dans le contre, c'est un moteur et pas des moindres. Et en plus, on porte les enfants. En plus, on porte les Ça, enfants. c'est beau, hein. Ouais, C'est vrai. on les allaite. Voilà. Et vous ferez jamais ça. Moi, est-ce que je t'ai regardé? Non. Ah, voilà. Nous avons un cadreur là, juste derrière. On est en pleine tension. Il y a des conflits un peu partout, comme on disait en début de, caméra hors caméra. Mhm. Comment tu vois le monde évoluer, toi? Pas bien, pas glop. Mais même avant de parler de politique et de politique mondiale, déjà l'état dans lequel est la planète, tu vois, ça c'est, qu'on le veuille ou non, on peut se tirer dessus, se faire la guerre. Si on se retrouve sur une planète inhabitable parce qu'on en a épuisé toutes les ressources, il n'y aura plus de problème. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même un sacré parasite, quoi. L'être humain, tu veux dire? Ouais. Même si je tends à espérer et je rêve que l'homme soit perfectible et que, avec un grand H, et que voilà, mais il y a des intérêts en fait qui vont à l'encontre des solutions qui sont nécessaires pour que ça aille mieux demain. Et il est peut-être déjà trop tard, mais en fait, ça se ressent même dans notre façon de vivre. Même si on fait attention, j'éteins l'eau quand je me lave les dents, je fais le tri et tout. Je suis un peu pessimiste quand même, malgré tout, même si j'ai hâte d'avoir des petits-enfants. Et j'espère que ça va s'arranger. Parce que je tente d'être optimiste, tu vois, mais compliqué. J'ai fini. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non? Non, je voulais rajouter que, comme je t'ai dit, je suis venue te voir parce que c'est toi. Merci pour ton attention. Merci aux messieurs. J'espère que je n'ai pas dit trop de la merde. Non. Voilà. Et puis, le combat continue. Voilà. Il ne s'arrêtera jamais. Exactement. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.